Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a beaucoup de choses à dire. On parlera de prolongation de contrat, de rumeurs, de transferts, de la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, mais aussi, et pas que, des solutions pour la saison prochaine pour l'Olympique Lyonnais, qui a dit adieu à l'Europe face à sa défaite contre Metz la semaine dernière. Du coup, voilà, c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Avant de commencer avec les officialisations, on va parler de la Coupe Gambardella. Et oui, l'OL a remporté sa 5e Coupe Gambardella, j'y arrive pas. 25 ans après la dernière en 1997, je crois. Ouais, ça doit être ça. Lyon la remporte enfin face à Caen, au stade Malherbe de Caen, qui gagne au tir au but, donc sur un tir au but d'un défenseur. Je sais plus lequel, mais bref. Donc il y avait un partout, ensuite tir au but. Celui qui a mis le but lyonnais, c'est Mohamed El Arouche, on y reviendra tout à l'heure. C'est un jeune plein de talent, les gars. Ça fait plaisir de remporter un trophée, faut s'inspirer des jeunes, les gars, pour que enfin en pro on puisse en remporter un après plus de 10 ans d'absence et 20 ans du premier titre de Ligue 1, 10 ans de notre dernier titre qui était la Coupe de France en 2012. Donc on va féliciter les jeunes de cette victoire en Coupe Gambardella, félicitations à eux. Ça promet plein de choses prometteurs pour les générations à suivre et pour au fur et à mesure des années que ces jeunes deviennent professionnels. Du coup voilà pour ça, félicitations aux jeunes. On va passer aux officialisations maintenant. Donc pour ces officialisations, celle de Mohamed El Arouche qui prolonge son contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025. Et oui, celui qui a marqué en Coupe Gambardella pour aller au tir au but, donc il prolonge son contrat, donc ça fait super plaisir parce que c'est un jeune plein de talent. Il est comparé à Cherki ou encore Aouar dans ses belles époques, dans ses belles années pour Oussema Aouar, parce qu'il commence à être de moins en moins bon du coup. Du coup voilà, donc Mohamed El Arouche prolonge jusqu'en 2025, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, encore mieux, un cadre, Maxence Cacré prolonge jusqu'en 2026. Et oui, Maxence Cacré prolonge de 4 ans, 4 nouvelles années dans son contrat, avec une superbe augmentation de salaire. Je ne sais pas combien il se fait exactement, mais il a plus que triplé son salaire. Ça fait vraiment beaucoup pour lui, même s'il le mérite vraiment, parce que c'est un très bon joueur, Maxence Cacré. Il va donc rester à Lyon jusqu'en 2026, du moins s'il n'y a pas de transfert avant. Et donc pour l'instant, c'est super les gars, notre meilleur joueur. L'un de nos meilleurs joueurs cette saison, et les gars, il devient un cadre, peut-être même le capitaine, le futur capitaine de l'Olympique Lyonnais, peut-être celui de la saison prochaine, les gars. Je suis très content pour Maxence Cacré, du coup, voilà pour les prolongations. On va passer aux rumeurs des transferts. Alors, il n'y en a pas 50 des rumeurs de transferts. La première, c'est que notre ancien cadre, Alexandre Lacazette, pourra donc revenir. Jean-Michel Aulas l'a dit en conférence de presse. Le but de cet été, c'est de faire revenir un avant-centre, si possible Lacazette. Donc ça serait trop bien les gars, parce qu'un joueur d'expérience si talentueux qui a encore fait une très belle saison en première ligue revient à l'Olympique Lyonnais. Ça pourrait faire du bien pour encadrer les jeunes, pour la discipline surtout, même si sur le terrain il est encore très bon, je viens de le dire. Du coup ça serait notre priorité, notre priorité cet été. Lyon serait même capable de faire des compromis pour lui permettre d'arriver. Tolisso pourrait aussi revenir les gars, on se penche sur son dossier. Du coup voilà pour les deux anciens revenants. Et la dernière rumeur des transferts les gars, c'est un Suisse. Un Suisse qui joue en Bundesliga à Mönchengladbach, les gars, c'est Mbolo. Il pourrait donc rejoindre l'Olympique Lyonnais, c'est aussi un avant-centre. Il ferait partie des priorités si Lacazette ne pourrait pas revenir, parce que beaucoup de clubs discutent avec notre ancien gon, Alexandre Lacazette. Donc si jamais ça ne marche pas, on se dirigerait plutôt sur Mbolo de Gladbach, qui est aussi très talentueux, les gars. Je l'aime un peu moins que Lacazette, parce que c'est sûr qu'un ancien gon, ça fait toujours rêver de le voir revenir. Mais c'est un bon joueur, Mbolo, s'il pourrait donc venir à l'Olympique Lyonnais, je serais vraiment pas contre. Du coup, voilà pour les rumeurs de transfert. On va passer à des sacrées anecdotes, les gars. Vous n'êtes pas prêts, elles sont très croustillantes. Donc la première, ça concerne Juninho. Ça pourrait être la cause de son départ, parce qu'on le sait tous, les gars, Juninho et Vincent Ponceau, qui se partageaient les clés du camion, ils s'entendaient pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que Juninho a dit à Vincent Ponceau lors d'une réunion où ils étaient tous les deux, plus Jean-Michel Aulas, donc une petite réunion à 3. Juninho dit: je sais que tu m'aimes pas, et moi non plus, je t'aime pas, mais on est obligé de travailler ensemble. Du coup, suite à ça, Jean-Michel Aulas a demandé des excuses à Juninho que Juninho n'aurait jamais fait. Du coup, c'est pour ça que Juni est donc parti de l'Olympique Lyonnais. Du coup, ça fait chier, les gars, sur une petite dispute. Notre plus grand joueur de tous les temps, il part. C'est chiant, quoi, les gars, on peut avoir le somme. Du coup, c'était l'une des deux petites informations, les petites anecdotes. Vous pourrez réagir en commentaire, mais c'est vraiment dommage que sur une petite dispute, notre directeur sportif s'en aille, les gars, et malgré que c'était beaucoup trop tôt, du coup, il est parti et il reviendra pas de sitôt, en tout cas.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, même s'il voulait être entraîneur après Rudy Garcia, mais bon, il n'avait pas les diplômes, il est resté directeur sportif. Suite à ça, ça s'est engueulé et du coup, il est parti, voilà pour ça. Donc la deuxième anecdote, encore plus croustillante, je trouve, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous vous souvenez tous de la défaite face à Angers 3-0 en début de saison. Marcelo avait été écarté suite à des choses qui ont été dites dans les vestiaires. Bah, les gars, ça a été révélé. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ça, démentis par Marcelo, que Juninho a lui dit que c'était la vérité, les gars. Donc Marcelo, suite à sa défaite contre Angers 3-0, et bah, il a pété. Et oui, dans les vestiaires, il a juste pété. Et merde. Bon, on va continuer sans les gars parce que on est avancé, mais tant pis, le décor vient de tomber. Du coup, bref, les gars, Marcelo, il a pété dans les vestiaires. Ce qui fait qu'il a été exclu du groupe professionnel parce que ça fait rire tout le monde autour. Et du coup, Juninho, qui n'appréciait pas vraiment Marcelo ni ses compétences sportives, en a préféré le sortir du groupe pro. Il a ensuite donc joué avec la réserve avant de s'en aller à Bordeaux. Marcelo a démenti l'information que Juninho a lui dit que c'était vrai. Juninho a dit oui, mais je t'avais dit qu'il fallait pas péter comme ça ou alors qu'il fallait péter plus fort, mais sur le terrain pour faire peur aux adversaires et pas dans les vestiaires. Il a dit ça ironiquement, bien sûr. Mais enfin bref, du coup, voilà pour les deux petites infos croustillantes. On se retrouve dans 2 secondes, pour moi dans 5 minutes, le temps que j'arrive à remettre le drapeau pour vous dans 2 secondes. C'est parti pour la suite de la vidéo. On va passer à la suite de la vidéo avec déjà une petite information, les gars, c'est que le célèbre jeu de EA Sports FIFA, les gars, que vous connaissez sûrement tous, va changer de nom. Et oui, parce que suite à des débats entre la licence de la FIFA et la licence que FIFA veut faire elle-même de son propre jeu de football, du coup, EA Sports, leur jeu ne pourra plus s'appeler FIFA, les gars. Il va s'appeler, tenez-vous bien, EA Sports FC, les gars. Toutes les ligues et tous les clubs, et même les célèbres joueurs qui ne jouent plus désormais, qui sont à la retraite, qui ont une carte icône dans le jeu, les gars, ont acquiescé. On dit qu'ils étaient de la partie, les gars, pour EA Sports FC. Du coup, voilà pour cette petite information qui est bien dommage, mais bon, FIFA veut lancer son propre jeu de foot, on va pas leur reprocher ça, mais le temps pour que leur jeu, s'il se développe déjà, qu'ils deviennent à la hauteur de FIFA, je pense que ça va être pas compliqué, enfin, de EA Sports FC maintenant. Du coup, voilà pour cette petite info, les gars, j'ai un peu le seum parce que c'est mythique FIFA, les gars, mais du coup, voilà pour cette info, le marketing l'a emporté. Voilà pour ça, les gars, on va passer à la suite. Donc, le même jour que est sorti EA Sports FC, enfin, la nouvelle de EA Sports FC, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un conseil exécutif de l'UEFA qui a fait la nouvelle réforme de la Champions League, qu'il a officialisée. Donc, elle démarra en 2024. Il n'y aura plus 32, mais 36 équipes qualifiées. Donc, 2 équipes de plus qui vont être qualifiées donc, parmi les meilleurs championnats du monde avec des places qualificatives que vous connaissez, enfin, les meilleurs championnats d'Europe. Avec les places qualificatives, type le 3e, il va se qualifier maintenant, ou etc. Et les 2 autres, les gars, ils vont se qualifier suite aux meilleures équipes, et enfin surtout aux meilleurs championnats du coefficient UEFA de l'année précédente. Donc ça veut dire que là, ça aurait été les Pays-Bas et l'Angleterre qui auraient une place de plus chacun, parce que c'est les 2 équipes cette année qui ont fait le plus de coefficient UEFA. Du coup, voilà pour ça. Et du coup, en fait, ça va beaucoup changer, les gars, parce qu'il y aura une poule de plus, comme vous l'avez deviné. Et donc, il n'y aura plus les 2 premiers qualifiés directement. Parce que oui, il faut privilégier l'argent pour l'UEFA, les gars. Du coup, surtout pour Alexander Seferin, les gars. Donc, le premier sera donc qualifié. Mais comme on va rajouter des matchs, le deuxième ne sera plus qualifié directement pour les 8e de finale. Il devra faire un match de play-off contre les 3e, les gars. Donc, aller-retour pour voir lequel est qualifié donc, sur ce match à élimination directe, qui va servir un peu de barrage comme il existe maintenant en Conference League et en Europa League, suite à celui qui descend de la compétition supérieure qui joue contre le 2e de la poule pour affronter un premier de la poule en 8e de finale. Donc ça va remplacer un peu les 16e de finale qu'il y a en Ligue Europa et en Conference League. Donc pour qu'il y ait plus de matchs, plus de droits TV et donc plus d'argent. C'est la logique des choses, ça démarrera en 2024. Voilà pour la nouvelle réforme. J'aimais bien celle-là aussi, on va voir ce que ça donne d'ici les prochaines années. Toujours privilégier le nombre de matchs et donc l'argent qu'ils vont encaisser aux sportifs. On va voir ce que ça donne. Bon, ils n'ont pas encore fait la Super League et heureusement, ça met un coup d'arrêt, je pense, à la Super League qui donc ne pourra pas être créée suite à une réforme de la Champions League. En tout cas, c'est peut-être pas forcément fini, mais bon, ça devrait pas reprendre le jour d'ici 2024 du moins. Et du coup, le président de la Juventus ne pourra pas donc faire ces petits trucs en scred avec les autres présidents du Real, du Barça.
pour créer sa petite Super League. On est bien content sur ça, c'est déjà un bon point. Du coup, voilà pour ça les gars. On va passer aux deux dernières infos de la vidéo. C'est pas des infos, c'est un peu des thèmes les gars. Donc la première, ça va être les trophées UNFP qui sont dans 2 semaines ou la semaine prochaine les gars, à la fin du championnat. Et bah, les gars, je vais faire mes trophées UNFP maintenant les gars. Donc on va commencer avec le meilleur joueur qui, je ne pense, ne fait aucun doute, c'est le joueur, enfin la catégorie où il y a le moins de surprises, je pense. Les gars, il y a malgré Paqueta, malgré Payet qui sont dans le groupe, les gars, enfin dans les 5 nominés. C'est j'y arrive pas aujourd'hui. C'est Mbappé, les gars, qui est le meilleur, que je vais élire meilleur joueur cette saison en Ligue 1, sans trop de débats, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc c'est le meilleur joueur de cette saison en Ligue 1. C'est celui qui mérite le plus ce trophée, qui va être son successeur, le successeur de lui-même. Du coup, voilà pour le meilleur joueur. On va passer au meilleur gardien désormais. On peut noter malheureusement l'absence d'un gardien comme Anthony Lopez dans cette catégorie-là, qui a fait une très bonne saison, malgré un petit début compliqué, mais ça a vite changé et c'est devenu un gardien très décisif. Pour moi, le meilleur gardien, c'est pas Donnarumma, c'est pas les plus grands gardiens que vous connaissez. Pour moi, c'est Alban Lafont, le gardien de Nantes, a fait une saison incroyable en Ligue 1. Les gars, il a sauvé plein de points à son équipe. Il a même permis de gagner la Coupe de France parce qu'il a été incroyable en finale. Même un peu avant, même si c'était pas lui qui jouait. Donc dans les peu de matchs qu'il a fait en Coupe de France, il a fait de belles choses. En Ligue 1, il a fait quelques sauvetages monstrueux. Aérien, il est très serein sur les phases aériennes. Au sol aussi, il est très rapide. C'est un gardien qui mérite vraiment ce qu'il a. Il pourrait donc aller dans des meilleurs clubs européens, je pense, d'ici quelques années. Mais pour l'instant, il est à Nantes et pour moi, c'est le meilleur gardien de la saison. Du coup, voilà pour le gardien. On va passer à la dernière catégorie du joueur de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur espoir. Du coup, le meilleur espoir de Ligue 1, les gars, il y a plein de choses à dire, mais bon, on remarque notamment l'absence de Malo Gusto qui a fait une très bonne saison pour sa première saison entière en Ligue 1. Mais pour moi, le meilleur espoir cette saison, les gars, c'est Castello Luqueba. Quand même, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. Faudra pas me reprocher d'être le nez sur ce coup-là, de privilégier les Lyonnais. Parce que franchement, Castello Luqueba, il est titulaire indiscutable. C'est l'un des seuls Lyonnais dans l'équipe qui est titulaire. Enfin, titulaire tous les matchs, les gars. Castello Luqueba, c'est le patron défensivement. Il est censé être là pour faire le nombre avec... sachant qu'il y avait Boateng, qu'il y avait Damien Da Silva, qu'il y avait Denayer, les gars, qu'il y avait Diomandé, il y avait du monde devant lui. Bah, il a doublé tout le monde. Il a doublé les 4. Du coup, il s'est retrouvé meilleur défenseur de l'Olympique Lyonnais. Et par la même occasion, meilleur espoir de Ligue 1 pour moi. Je pense que c'est lui, du coup, voilà pour ça. On va passer donc au meilleur coach, les gars. Pour ce meilleur coach, les gars, je sais pas trop qui élire vraiment. Mais pour moi, les gars, ça va être pas le gardien. Enfin, pas le gardien, je suis encore dans les gardiens. Pas l'entraîneur du PSG. Bah, normal, il n'a pas été nominé, tu me diras, même s'il gagnait la Ligue 1. La saison du PSG était pas folle. Pour moi, les gars, c'est l'entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan, qui a aussi été annoncé un petit peu du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, Julien Stéphan, donc, doit être le meilleur entraîneur de Ligue 1. Il a fait une saison de dingue. Alors que Strasbourg, on s'attendait à qu'il tienne le maintien ou qu'il soit dans le ventre mou de la Ligue 1. Finalement, il se retrouve aux avant-postes. Et pourquoi pas jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est encore possible pour 2 journées de la fin. Au moment où je tourne la vidéo, plus qu'une quand elle sortira, les gars. Du coup, franchement, c'est ouf. Il a fait une saison de fou avec son équipe de Strasbourg. Les gars, il a créé des choses avec Gamero, avec Ayerk. Les gars, c'était magnifique ce qu'il a fait avec son équipe. Vraiment très fort. Il faut le féliciter, il faut le remercier pour ce qu'il a fait. Pour faire vivre notre championnat, il faut des gens comme ça, des coachs, des tacticiens comme ça. Et surtout que, bah, les gars, c'est l'un des rares très bons entraîneurs français. Du coup, voilà pour ça. Je le félicite. Pour moi, c'est mon entraîneur de l'année, les gars, de Ligue 1. Du coup, on va passer à la dernière catégorie, le meilleur français de l'étranger. On remarque beaucoup d'absences pour moi qui aurait pu être le 2e et 3e meilleur joueur de cette catégorie-là, donc du meilleur français de l'étranger. C'est Christopher Nkunku et Moussa Diaby. Pour le premier, il fait une saison de ouf, les gars. C'est abusé comment il est fort avec Leipzig. C'est l'un des meilleurs joueurs de première ligue, de Bundesliga, les gars, je ne me retrouve pas. Il a une carte Team of the Season dans FIFA, comme Cacré l'a eu dans la TOTS communauté. Donc c'est là où tout le monde votait pour qui voulait. Et là, FIFA vient de lancer la TOTS Bundesliga et il a une carte de 96 qui est assez cheatée, les gars. Oh, ça y est, ça recommence. Du coup, voilà pour ça, les gars. Christopher Nkunku a fait une saison de ouf. Moussa Diaby avec Leverkusen a fait aussi une très belle saison. Mais dommage, ils n'ont pas été nominés. Mais donc pour moi,
Le meilleur Français de l'étranger, les gars, c'est Karim Benzema. C'est toujours pas parce que je suis lyonnais, mais c'est peut-être le ballon d'or de la saison, les gars, parce que oui, franchement, il a fait une saison de fou encore. Il est imprévisible jusqu'aux dernières secondes avec son équipe. C'est le top scoreur européen, personne n'a scoré autant que lui. Donc en nombre de passes décisifs et au nombre de buts confondus, les gars, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, limite avec Mbappé. Du coup, il faut le remercier, il faut lui donner ce trophée de meilleur Français de l'étranger parce qu'il a vraiment fait une saison de ouf, les gars. Du coup, voilà pour ça. Je vais remettre le décor et on va passer au dernier thème de la vidéo, les gars. C'est parti pour la dernière partie de la vidéo, les gars. J'espère que le décor va tenir. Ça fait 10 minutes que je suis dessus et que j'essaye de le faire tenir, les gars. J'espère que ça va tenir du coup. Donc, cette dernière partie de vidéo, les gars, c'est les solutions pour la saison prochaine. Donc, je vais proposer un plan pour sauver l'Olympique Lyonnais pour qu'il reparte sur une bonne saison. J'espère que ça va vous convenir, les gars, que peut-être que Lyon fera à peu près la même chose pour sauver le club, pour pas qu'on devienne un club banal, les gars. Du coup, c'est parti, on va commencer. Donc déjà, premièrement, on va virer tous les joueurs qui se croient plus forts qu'ils le sont. Je pense à Oussama Aouar, je pense à Jérôme Boateng, notamment. Du coup, c'est deux joueurs qui sont exemples des joueurs qui ne servent à rien à l'Olympique Lyonnais, mais qui se croient un peu trop forts. Ils sortent dehors, les gars. Faut toucher un peu de cage dessus, ça fera du bien. On n'a pas besoin de joueurs qui pourrissent le vestiaire, surtout que Shaqiri l'a dit, une fois qu'il est parti en MLS, l'ambiance dans le vestiaire lyonnais n'est pas top. C'est le cas de le dire, les gars. Du coup, voilà pour cette petite info. Du coup, on doit faire sortir tous les joueurs qui se prennent pour qui ne le sont pas. Du coup, déjà, premièrement, c'est ce qu'on va faire. Du coup, deuxièmement, on va compter sur les jeunes, les gars. Il va falloir faire monter un peu plus de jeunes. Déjà que Lyon est un club qui fait jouer beaucoup de joueurs formés à l'académie. Donc, on va continuer dans cette lancée-là. Mais pour les cadrer, les gars, on va pas prendre des joueurs comme Boateng ou Aouar qui servent à rien. On va prendre des joueurs plus intelligents, les gars, plus d'expérience, mais aussi qu'ils ont la culture lyonnaise et la culture de la gagne surtout. Je pense à Lacazette ou encore Tolisso, les gars. Si on ramène ces deux joueurs, et qui ont de l'expérience, qui ont du charisme et qui savent tenir des jeunes, ils vont bien cadrer les petits, et les petits vont se tenir correctement, ce qui fait qu'ils ne deviennent pas comme Oussama Aouar par exemple. Ils vont pas avoir un statut comme qu'ils n'ont pas déjà, comme Cherki que tout le monde vend comme la pépite du coin, mais qui a fait une saison exceptionnellement nulle cette année, les gars, même s'il y a eu sa blessure et on va pas lui en vouloir. Cherki, il fait pas jamais les bons choix sur le terrain, il dribble quand il faut pas, il dribble pas quand il faut dribbler. Il fait l'inverse de ce qu'il faut, ce qui anéantit quelques contre-attaques lyonnaises ou quelques attaques placées. Et du coup, il va falloir les recadrer, leur montrer que pour l'instant, ils sont personne, que dans le monde professionnel, personne ne les connaît. Cherki, pas Cherki, Oussama Aouar, c'est qui Oussama Aouar, les gars? Il faut leur montrer qu'ils sont personne, il faut les rediscipliner, les gars. Et du coup, ça, c'est un problème profond que le staff doit incorporer, ainsi que les joueurs qui vont arriver. Il faut que ce soit des joueurs d'expérience et de charisme, toujours bons sur le terrain, comme Lacazette ou Tolisso, même si Tolisso a beaucoup de blessures. Ce seraient des bons joueurs qui pourraient ramener les autres là où ils le sont, notamment Tolisso qui a gagné une Coupe du Monde, qui a réussi sa carrière et qui va pouvoir les remettre à leur niveau, et Lacazette qui gère des jeunes depuis qu'il est parti à Arsenal. Du coup, je pense que ça peut être une bonne idée, recruter des joueurs d'expérience et de talent, les gars, donc miser sur les jeunes aussi, tout en les faisant monter la mayonnaise, en les montant avec modestie, les gars. Je sais pas comment dire, faut qu'ils soient humbles aussi, pour avoir donc cette culture de la gagne lyonnaise et l'ADN lyonnais. Donc faire monter les jeunes, les mettre bien pour pas qu'ils se prennent pour qui ils ne sont pas, ou qu'ils soient modestes pour qu'ils donnent toujours tout sur le terrain, ce qui nous éviterait d'aller chercher des vieux joueurs à 60 piges qu'on paye 200 000 euros le mois alors qu'ils ne produisent rien sur le terrain. Boateng, Damien Da Silva par exemple, même si je ne vais pas critiquer l'attitude de Damien Da Silva. Du coup voilà pour ces petites infos. Il y a aussi ce qu'on peut faire, il faut faire des choses aussi beaucoup plus profondes dans l'Olympique Lyonnais qui ne viennent pas des joueurs. C'est comme vous le savez les gars, il y a 40% de Lyon qui est à vendre. Il y a des investisseurs qui vont arriver. Des Américains sont sur le coup, c'est pas encore officiel. Ça pourrait l'être d'ici les prochaines semaines. On ne sait pas si quelqu'un va racheter 40% ou si quelqu'un va racheter 2 fois 20%, enfin deux personnes achètent 20%, pour permettre à Jean-Michel Aulas de faire le même coup qu'en 99, quand Pathé est venu racheter des parts de l'Olympique Lyonnais. Ce serait bien, on espère que du coup il puisse rester à son poste, même si on a besoin de changement, et même de là-haut les gars. Donc déjà il faudra un directeur sportif, même si pour l'instant on n'en voit pas l'horizon. On ne sait pas s'il y en a un qui va venir l'année prochaine, c'est pas sûr. Ça devrait être Chirou qui devrait avoir les clés du transfert, du sportif, et en plus les clés du transfert. Donc pour ça les gars, donc je vous explique ce qu'on va faire dans les changements
de transfert et tout, en plus de recruter des joueurs d'expérience qui savent jouer et qui vont former les jeunes, il va falloir recruter beaucoup de gens espoirs, les gars. Il va falloir arrêter de recruter des anciens qu'on va payer super cher et qui sont mauvais. Comme je l'ai dit il y a 5 minutes, les gars. Du coup, pour ça, il faudrait que Cherou ils prennent plus de scouts, parce que c'est sûr qu'avec 4 scouts, on risque pas d'aller loin au niveau des transferts. Donc il en faut peut-être une dizaine, les gars. Donc cette dizaine de personnes va gérer chacune une région du monde, donc avec son petit réseau chacun, pour qu'ils puissent aller voir les jeunes de certains pays du monde. Quand je dis les jeunes, c'est 18-20 ans. Ou encore, quand on va chercher un peu plus près avec 2-3 scouts niveau européen que tout le monde connaît, donc enfin pas tout le monde connaît les scouts, mais tout le monde connaît les championnats, du première ligne, championnat d'Écosse, championnat des Pays de Galles, enfin dans la première ligue quoi, Bundesliga, Serie A, enfin tous les championnats que vous connaissez quoi, la Liga, et aller chercher aussi quelques jeunes ailleurs les gars, au Brésil, comme on le fait depuis longtemps, ou encore en Afrique, en Asie, en Océanie, ou dans les régions, dans d'autres régions les gars, en Amérique du Nord, chercher des joueurs qui sont inconnus mais qui sont pas mauvais, mais pour ça il faut avoir plus de scouts, pour avoir un réseau beaucoup plus grand, parce que l'Olympique Lyonnais est un club qui va devoir avoir un plus grand réseau. Donc suite à ça, on va acheter des joueurs pas forcément très confirmés, mais il faudrait qu'on achète des joueurs entre 20 et 30 ans max dans cette décennie-là, pour avoir des joueurs qui peuvent atteindre leur prime avec une marge de progression qu'on pourrait former à l'Olympique Lyonnais, ou encore acheter des joueurs qu'on peut post-former à Lyon, donc des joueurs entre 16 et 20 ans, qu'on puisse coller l'ADN Olympique Lyonnais pour faire prendre la mayonnaise et pour donc jouer avec eux. Donc il faudrait acheter des joueurs qui sont pas forcément très connus, du coup, qui coûtent pas très cher, mais qui sont très bons dans leur championnat, ou qui commencent à avoir une petite réputation, mais avant qu'on se les fasse prendre sous le nez, on va finir sans les gars, c'est pas grave. Il faudrait acheter des joueurs on peut prendre le plus tôt possible, et former des joueurs étrangers dans plein de centres de formation étrangers, ou encore acheter des joueurs tôt, parce que c'est ce qu'il va falloir faire les gars. Du coup, voilà pour mes plans pour sauver l'Olympique Lyonnais. Si Jean-Michel Aulas se fait choper sa place de président, très bien, il va falloir trouver un autre président, les gars, qui sait jouer au foot, mais mieux que Jean-Michel Aulas, je suis pas sûr qu'il y a vraiment, les gars, même s'il commence à avoir des discours hasardeux. Il faudrait un directeur sportif qui puisse ramener des scouts à Cherou, ou un nouveau directeur des transferts pour élargir donc son centre de recherche, pour recruter des joueurs entre 20 et 30 ans pour les faire jouer directement en équipe pro, pour qu'ils soient performants, les gars, performants et qu'ils aient une marge de progression à la lyonnaise, ou acheter encore des joueurs entre 16 et 20 ans qu'on puisse faire post-former à l'Olympique Lyonnais, comme Diomandé par exemple, pour lui coller l'ADN OL, pour lui coller la culture de la gagne, et pour qu'il soit très performant avec l'Olympique Lyonnais, tout en continuant à faire jouer les jeunes, parce que c'est l'ADN de Lyon, et avoir des joueurs d'expérience, si possible de retour au club, ou alors certains, comme Giroud par exemple, c'est un joueur d'expérience qui pourrait venir et qui pourrait s'occuper des jeunes, les gars. Mais par exemple Lacazette ici, puis une fois qu'il aura fini sa carrière, je sais pas, d'autres joueurs d'expérience, les gars qui doivent venir à Lyon pour former les jeunes, les gars, avoir un staff plus discipliné, les gars. Surtout ça aussi, les gars, j'ai oublié de mettre le point dessus. Il faudrait avoir un bon staff, un staff discipliné, qui puisse mettre les points sur les i quand ça ne va pas, les gars, quand t'as un peu trop gramment trop, comme ils le font depuis quelques mois, au lieu de te mettre une petite amende qui va pas affecter leur compte bancaire, et les faire du footing avant chaque entraînement, les gars, c'est ce qui se passe maintenant. Un retard, tu rentres chez toi au lieu d'avoir une petite amende. Du coup, c'est des choses qu'il faut prendre de plus en plus, qu'il faut faire de plus en plus pour pouvoir avoir... Les gars, surtout, je bégaye là, mais pour finir, si les joueurs sont meilleurs à l'étranger, c'est qu'il y a une raison du côté des clubs français. On le sait, chaque joueur qui sont formés en France, que ce soit n'importe quel club, Lyon, le PSG ou je sais pas qui, et ben ils sont meilleurs, sauf un peu pour Lyon pour les meilleurs joueurs, mais ils sont meilleurs à l'étranger. Et pourquoi? Parce qu'à l'étranger, ils sont plus exigeants et ils en demandent plus. Quand tu te trompes pour je sais pas qui, tu vas tout de suite rabaisser à ton niveau et tu vas faire ce qu'ils te demandent de faire. Parce que oui, à l'étranger, on ne te ensasse pas comme on dit que t'es bon en France. Regarde Cherki par exemple. Cherki, tout le monde dit qu'il est bon, tout le monde l'encense, du coup il se prend pour je sais pas qui, et il est très peu performant, il essaye trop de dribbler les gars. Alors tu l'envoies dans un club, je sais pas moi, le Real Madrid pour suivre le parcours de Benzema par exemple, il va arrêter de faire le show parce que Ryan Cherki, au Real Madrid, en Espagne, personne ne le connaît les gars. Et oui, personne ne le connaît, pour lui c'est un joueur que c'est rien, Ryan Cherki pour les Espagnols c'est rien par exemple, et du coup ça va faire qu'il va avoir envie de bosser, qu'il va devoir travailler, et comme il va pas être encensé,
pour se montrer, pour gagner sa place, parce que les places sont trop acquises en France, on te laisse trop faire, on t'encense trop dès le plus jeune âge, ce qui fait que ta culture sportive, t'es moins demandeur, t'es plus, tu te laisses faire tranquille. Du coup, voilà pour ça, les gars, voilà pour mes solutions des plans de Lyonnais, on va finir sur ça. J'espère que vous avez kiffé de la vidéo, les gars, vous pouvez vous proposer vos plans pour sauver l'Olympique Lyonnais en commentaire. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.